Un tout petit peu en avance, parce que je vais vous laisser la parole au démarrage. Alors, on est là aujourd'hui pour parler pitch. Donc, alors, tout le monde va faire un pitch au moins à un moment ou à un autre dans sa vie entrepreneuriale. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un pitch? Est-ce que certains, là, dans la salle, peuvent me répondre? Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un pitch? Je vais passer le micro. Bonjour. Je pense que c'est véhiculer le maximum d'émotions, d'informations, tout en adaptant à la personne d'en face. Ok, très bien. Donc, l'adaptation et l'émotion, super, merci. Quelqu'un a autre chose à ajouter? Une autre version? Une autre vision? À quoi ça sert? Je dirais présenter un service ou un produit en un temps réduit pour convaincre ou vendre. Exactement, merci. Je pense qu'on a bien résumé en deux coups, donc ça c'est pas mal. Présenter un service pour vendre, pour se vendre, pour vendre son projet. Apporter de l'émotion, alors là c'est vraiment pour les experts, mais déjà c'est présenter clairement les choses. Ça c'est vraiment essentiel. Et pour le coup, un pitch, il y a une méthode. Et aujourd'hui on va parler méthode. Donc déjà, le pitch, c'est une présentation de votre projet ou simplement d'une idée. Bah ouais, votre pitch, vous allez aussi vous en servir dans votre vie perso. En fait, on le fait assez mal. En France, on est très mauvais pour vendre nos idées, que ce soit en famille, que ce soit à nos amis ou que ce soit au niveau professionnel. Donc l'idée, c'est quand même de convaincre un interlocuteur, de faire passer une idée, de faire passer un message. Et en effet, plus c'est structuré, plus ça permet en tout cas, de pouvoir se faire entendre. Donc le concept de base, c'est ce qu'on appelle l'elevator pitch. Donc c'est un pitch en 30 secondes, on va surtout parler de ça aujourd'hui. Si vous maîtrisez celui-là, vous maîtrisez tous les autres. Donc en 30 secondes, et ça veut dire qu'entre deux étages dans un ascenseur, vous êtes censé pouvoir convaincre quelqu'un et que cette personne vous dise « Venez, viens, on va dans mon bureau, on va poursuivre la discussion ». Si vous arrivez à faire ça, c'est que vous maîtrisez le pitch. Alors après, des pitchs, il y en a plein. Pour, là dans la salle, qui sont des primos entrepreneurs, c'est vraiment leur première boîte. Levez la main. OK. Et il y en a d'autres, c'est leur deuxième, troisième. OK, ça marche. Donc, pour tous les premiers, donc c'est une super aventure, la première boîte. Vous allez voir, vous en aurez besoin. On va vous parler de pitch 3 minutes, de pitch 7 minutes, 20 minutes. Peu importe la structure, peu importe le temps, ce sera toujours la même structure. Vous allez en avoir besoin pourquoi? Pour vos banquiers, pour vos investisseurs, pour vos clients. Surtout, le plus utile, c'est dans les soirées réseau. Comment on se présente dans une soirée réseau? Bonjour, Benoît Morin, je suis DG de SCA. Mais en fait, quand on fait ça, on ne dit pas ce qu'on fait et qui on est et à quoi on va servir. Un pitch, c'est ça. C'est déjà faire passer, en tout cas, l'idée de à quoi on va servir à l'autre et est-ce qu'on est capable, justement, de travailler ensemble. Le concept de base, il est là. Si déjà vous avez retenu, vous pouvez vous lever, l'atelier est fini. Merci. Plus sérieusement. Le pitch, il y a des avantages et des inconvénients. Premier avantage, ça permet de transmettre, j'insiste sur le rapidement, une idée. Même un pitch de 20 minutes où vous êtes devant des investisseurs et vous allez devoir vendre votre idée, 20 minutes c'est long, hein. C'est court et c'est long en même temps. Mais 20 minutes, c'est quand même rapide. Vous avez plein d'idées en tête, vous avez plein d'idées de service. Ok, mais 20 minutes, on va parler de 30 secondes aujourd'hui, hein, mais 20 minutes, si vous arrivez déjà à faire passer toutes vos idées, c'est génial. Ça permet d'y voir plus clair aussi dans vos idées. Ce qui est clair s'énonce clairement. Et simplement, j'aurais pu dire. Ça aussi, il faut l'avoir en tête. Plus vous allez apporter de clarté, ça veut dire que vos idées sont claires, donc vous allez générer la confiance. Ce que j'aurais pu dire aussi pour rebondir sur les deux idées de base, c'est un pitch doit permettre de donner confiance. Et je vais vous expliquer ce que c'est que les leviers de la confiance.
Les inconvénients d'un pitch, il y en a, hein, ce n'est pas un outil parfait, c'est que c'est un format court. Chaque mot a son importance. Et je parle bien de chaque mot. Et bien sûr, il y a toujours un risque d'en faire trop. Quand je fais des ateliers, souvent, je demande aux personnes de faire un pitch de 30 secondes. C'est extrêmement rare que du premier coup, on arrive à faire passer toutes ces idées en 30 secondes. En général, au mieux, c'est 2 minutes, 2 minutes 30. Alors, petit aparté, je suis quelqu'un de bavard, donc j'ai tendance à faire beaucoup d'apartés. Est-ce que vous connaissez la durée d'attention maximale d'un être humain? Combien? J'aurais dit 20 minutes. 20 minutes, ok. Une autre idée? 15 secondes. J'aurais dit 5 minutes. Ok. On est plus aux alentours de 1 à 2 secondes. En fait, notre vie est faite de micros-attentions. Vous le voyez bien quand vous conduisez. Vous regardez, vous êtes sur l'autoroute. Ok, hop, je suis ailleurs. Ah oui, je suis sur la route. Hop, je suis ailleurs. Hop, je suis sur la route. Notre vie est faite de micros-attentions. Et en fait, le pitch, ça va être un outil qui va être adapté à capter l'attention de la personne. Et sur 30 secondes, déjà, la personne elle va décrocher pas mal de fois. Donc ça, c'est essentiel. Vous allez voir aussi, ça vous servira pour la prospection téléphonique, pour ceux qui en font. C'est un outil qui est indispensable. Alors, comme je le disais, il y a plein de cas d'usage. Déjà, le premier, j'en parle souvent, c'est convaincre des investisseurs. Parce qu'on n'a pas le droit à une deuxième chance dans ces cas-là. La première impression compte énormément. Ça permet de présenter son entreprise, son offre, sa solution pendant un rendez-vous commercial, faire du réseautage, présenter son entreprise au public dans des interviews, journaux, télé. Ça, c'est hyper important. Quand vous allez avoir un journaliste en face de vous, et vous en aurez forcément une fois, un journaliste n'est pas expert de votre métier. Vous allez devoir lui transmettre votre expertise et qu'il puisse lui aussi la retransmettre de manière claire. Il n'y a rien de pire que l'effet des formations. Et ça, c'est un vrai boulot. Bien sûr, ça permet aussi de présenter votre profil à des employeurs ou à des partenaires. Ben oui, un entretien de recrutement, on fait aussi des pitchs sans s'en rendre compte. Et bien évidemment, d'un point de vue personnel, si vous voulez faire passer une idée, comme je le disais, à vos amis, c'est toujours bien de savoir la présenter. C'est exactement ce que je disais. Hop. Alors, le premier point, c'est qu'est-ce qui intéresse votre interlocuteur? Et là, je vais être assez dur. Votre entreprise, votre offre, ou vous-même, la personne n'en a absolument rien à faire de vous. Elle ne vous a pas attendu. Vous n'allez pas révolutionner sa vie. Même si vous avez la meilleure boîte du monde, même si vous avez le plus beau projet, le plus beau service, tant que la personne en face de vous ne sait pas à quoi vous allez le servir, ça ne va pas l'intéresser. Et c'est normal, on est tous comme ça. Donc la question toujours à se poser, c'est en quoi vous allez pouvoir l'aider et quel problème vous allez pouvoir résoudre. Une entreprise, c'est d'abord je résous un problème. Ou un nouveau service, c'est d'abord je résous un problème. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de service. Et l'autre, c'est est-ce que vous êtes un interlocuteur digne de confiance? Quand vous vous faites prospecter par téléphone, ça vous est déjà arrivé, j'imagine. Si quelqu'un me répond non, alors là... Donc, vous voyez bien que quand quelqu'un vous contacte que vous ne connaissez pas, il y a de la défiance de votre côté. Et c'est normal. Notre cerveau est fait de manière à ce qu'on juge les gens en moins d'un millième de seconde. Pourquoi? Ça remonte à très très loin. Quand on était des hommes préhistoriques, il fallait qu'on puisse savoir quand quelqu'un arrivait, c'est est-ce qu'on se préparait le déjeuner ou est-ce qu'on sentait le gourdin. Donc en fait, on va juger la personne en face de nous par l'apparence, la manière de parler, la manière de marcher, la manière de se vêtir. Et même si on est la personne la plus bienveillante, on aura quand même ce jugement. Et pour savoir, est-ce qu'on peut intégrer cette personne à notre groupe? La confiance, c'est ça. Est-ce qu'on est capable de dire que la personne qui est en face de nous, elle va pouvoir bosser avec nous? En résumé, le pitch, ça vous sert à faire comprendre à votre interlocuteur, c'est pourquoi il doit poursuivre la discussion, pourquoi il peut vous faire confiance et quelle valeur il peut tirer de votre collaboration.
c'est vraiment garder ces 3 idées-là en tête. Elles sont vraiment essentielles. Vous ne vendrez pas sur un pitch. Vous allez beau faire le pitch le plus parfait, c'est pas ça qui va faire que vous allez faire une vente. Clairement. Par contre, faire un mauvais pitch, c'est ça qui peut vous faire perdre une vente. Alors, l'élévateur pitch, c'est 5 composantes en 30 secondes maximum. Je vais y revenir, on va les détailler et on va les travailler ensemble. Le why, le how, le what, le proof et le next. Et en France, qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors, je vous le dis déjà, on commence par le milieu pour aller vers l'extérieur. Mais en France, quand on présente une boîte, souvent c'est bonjour, Benoît Morin, je suis DG de SCA, on est un cabinet de formation dédié au business. On a travaillé avec déjà des centaines d'entreprises. Nos systèmes de formation sont conçus pour travailler avec les PME en croissance. Et éventuellement, on va leur dire pourquoi ils devraient travailler avec nous. La majorité des gens se présentent comme ça. Ça n'a aucun impact, ça n'a aucun intérêt. Et la personne en face de vous, au final, va vous regarder vous, mais pas réellement à quoi vous allez pouvoir lui servir. Et on le fait tous, même de manière naturelle. Ça fait plus de 20 ans que je bosse avec ça. J'ai encore tendance à me présenter comme ça. De manière générale, vous allez déjà devoir comprendre la valeur que vous allez apporter à vos clients. En B2B, alors je ne parle pas du B2C, parce que c'est un peu différent. En B2B, un prospect ne va vous acheter votre produit et service que pour une de ces 4 raisons. Les 4 raisons d'achat. Il n'y en a pas d'autres. Soit vous allez lui permettre de vendre plus et mieux, soit vous allez lui permettre d'augmenter sa productivité, soit vous allez lui permettre de réduire ses coûts, ou c'est obligatoire avec une notion coercitive. Par exemple, les bilans carbone. Il y a quelques années, les bilans carbone étaient obligatoires. Aujourd'hui, la réglementation a changé. Était obligatoire, mais il n'y avait pas de sanction. Personne ne faisait de bilan carbone. Sauf éventuellement, comme argument commercial, regardez, on a fait notre bilan carbone, on est neutre. Soit éventuellement pour analyser sa productivité et faire des gains de productivité, ou éventuellement pour acheter mieux et réduire ses coûts. Ce n'était pas pour répondre à l'obligation légale. Depuis qu'il y a des sanctions, ah bah là, tout le monde se met à faire son bilan carbone. Donc déjà, posez-vous la question, à quoi vous servez pour vos clients? Très très peu d'entreprises aujourd'hui, il y a très peu d'offres qui ont les 4 raisons en même temps. Vous pouvez être sur 2, 3, j'en ai connu qu'une seule qui était dans les 4. Et je peux vous dire que ça cartonnait, à chaque appel, il y avait une vente. Donc déjà, c'est comprendre ce qu'attendent vos clients et que vous allez être capable de l'expliquer. Alors, c'est pas juste dire je vous aide à vendre plus et mieux, mais je vais vous apporter plus 20 points de croissance, plus X milliers d'euros de chiffre d'affaires. Je vous fais gagner 20% de productivité. Monsieur le client, ça représente combien pour vous, 20% de productivité? 500 000 euros. Mon service coûte que 2 000. Moi, je vous fais gagner 498 000 euros. C'est ça mon métier. Donc, essentiel de comprendre la valeur qu'on apporte. De manière générale, dans votre proposition, c'est de se dire en quoi vous allez pouvoir aider vos clients. Quel bénéfice votre client va tirer de votre collaboration. Petit truc et astuce qui marche bien, commencez toujours votre pitch, donc le fameux why, donc cette première composante qui était au centre du cercle. J'aide les entreprises A, j'accompagne mes clients A ou j'offre à mes partenaires. Donc l'idée, alors je suis allé un peu vite. L'idée là-dessus, c'est de partir du centre, du why, pour aller justement sur le next. Donc le why, how, what, proof, next. C'est le nom de la méthode. Donc ce fameux why, vous allez le construire autour de votre proposition de valeur. Donc quelle valeur vous apportez? Et bien évidemment, il faut que ce soit très clair et très impactant. Là, en 5 secondes, la personne elle doit comprendre en tout cas qu'elle a intérêt à vous écouter. Donc l'exemple, j'aide mes clients à faire surperformer leur entreprise, à doper leur croissance de 30% minimum, structurer leur business pour gagner jusqu'à 100% de productivité. Waouh!
Ah là, tout de suite, s'il y a un chef d'entreprise un peu expérimenté, 30% de croissance, combien ça représente pour lui? Le how, donc la deuxième partie, qui est tout aussi essentielle. Comment vous répondez à cette problématique de manière concrète et compréhensible en fonction de votre prospect? Et j'insiste sur le « en fonction de votre prospect ». Vous êtes expert de votre métier. Lui ne l'est pas, il connaît peut-être absolument rien de ce que vous faites et il ne le comprend peut-être pas non plus. Je le redis, tout ce qui l'intéresse, c'est en quoi vous allez pouvoir l'aider. Donc l'idée, c'est qu'ils comprennent justement le comment sans que vous alliez dans le détail. Au niveau commercial, je fais une petite aparté encore, au niveau commercial, est-ce que vous savez qu'est-ce qui fait qu'un client va vous faire une objection? Une objection, tout le monde voit ce que c'est. Okay. Le client vous dit quelque chose par rapport à quelque chose que vous avez dit. Sur quoi il va baser son objection? Une peur, une crainte, une incompréhension. Exactement. Mais même pour aller un peu plus loin, pour redescendre vraiment le comment, enfin le pourquoi, sur le comment, c'est toujours une crainte, mais c'est une crainte sur l'utilisation de votre service, donc le comment. Plus vous allez parler du comment, plus vous risquez d'avoir des objections. Dans un entretien commercial, là c'est la suite du pitch, mais le pitch est pareil. Ne parlez pas du comment vous allez faire avec lui. Si demain un artisan va expliquer lors du devis, ah bah oui, je vais vous faire passer des tubes en PVC à cet endroit-là, puis des cuivres à cet endroit-là, le client peut dire, ah bah non, moi je veux du tout cuivre. Ah bah non, moi je veux du tout PVC. Par contre, cette même personne dit, ah bah moi je vais vous faire passer des tuyaux de manière à ce que vous ne les voyez pas et que votre maison elle soit belle. Là, l'impact n'est pas le même. La solution, il s'en fiche. Donc ne parlez pas du comment ou très peu. Donc, restez le plus basique possible. Exemple, nous pouvons aller chercher des budgets formation auprès de vos OPCO jusqu'à 150 000 € pour une PME de 40 personnes et ainsi accompagner individuellement chaque salarié sur ses points forts. Donc en soi, là, je vous présente mon service en même temps. Donc, en soi, là vous voyez, j'explique pas concrètement comment ils vont émarger de manière électronique, la modernité, l'e-learning. Non, peu importe. Je reste sur le macro. Le what. Donc c'est qui vous êtes et ce que vous faites en fonction du why et du how. Par exemple, nous sommes un organisme de formation business regroupant plus de 60 formateurs, chacun spécialisé dans leur domaine. N'en dites pas trop, 30 secondes maximum. Vous aurez tout le temps de discuter et souvent, la personne, je le redis, ne s'intéresse pas à votre entreprise. Autre tips pour la suite, quand vous faites un rendez-vous client, ne faites pas de présentation de votre boîte, ça ne sert à rien. Vous allez perdre du temps et vous ne vous concentrez pas sur votre prospect. Moins vous en dites sur votre boîte, mieux c'est. Ah, j'en vois certains qui hochent la tête et qui ferment les yeux. Donc, qui a une présentation de sa boîte qui présente à chaque entretien client? Non, me dites pas personne. 2? Ok. Je pense qu'il y en a un peu plus. La preuve. Donc la preuve, c'est apporter la preuve que ce que vous avancez est vrai et donner des éléments de confiance. Donc ça, c'est essentiel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la grille de la confiance. La grille de la confiance, c'est ce qui va faire que vous allez créer la confiance dans le milieu professionnel. Donc il y a 12 items dedans. Le soft skills et les hard skills. C'est là où ça se complique parce que tout ça, vous allez devoir le faire rentrer en une phrase. Donc, on va les décortiquer. Dans les soft skills, il y a l'intention, c'est-à-dire la considération. Considérez le bien-être de l'organisation et de tous les salariés de votre client. Dans vos éléments de preuve, vous allez devoir donner confiance, donc il faut que ça transparaisse. La transparence, être clair sur les intentions et les motivations
qui motive toutes les prises de décision. Si vous proposez un audit gratuit pour appâter votre prospect, ok, c'est très noble et c'est super, moi je le fais aussi. Par contre, soyez clair que c'est pour aller sur une prestation payante par la suite. Même s'il s'en doute, plus vous allez verbaliser la suite et qu'elle est claire, plus ce sera facile. Transparence. Accessibilité, mettre à disposition ces réflexions avec ceux avec qui on travaille. Donc ça, ça sera un peu compliqué de le mettre dans le pitch, mais et encore que. C'est-à-dire de pouvoir dire, ok, contactez tel client, il va pouvoir vous dire comment on a travaillé ensemble, et si on travaille dans le cadre d'un audit gratuit, voilà comment ça va se passer, et je vais vous livrer 100% de la valeur. Donc, toujours dans les soft skills, au niveau intégrité, soyez honnête, dire toujours la vérité, et être franc dans toutes ces interactions, y compris avec vos clients. Vous avez le droit de dire non à des clients avec qui ça ne passe pas. Et c'est là où ça va être magique. Vous n'allez travailler qu'avec des clients qui ont envie de bosser avec vous. Ah ben là, en termes de croissance, ce n'est pas la même. L'équité. Agir sans biais, sans discrimination ou sans injustice. Alors envers tous les employés, mais tous les clients ou tous les employés de vos clients. Ça dépend ce que vous faites. Alors je me concentre beaucoup sur le B2B parce que c'est ce qui est le plus dur quand même aujourd'hui, le B2B. Donc ça veut dire que votre proposition de valeur et les éléments de preuve, vous devez apporter la preuve que vous allez agir de manière éthique et L'authenticité, donc toujours être cohérent par rapport à qui vous êtes, ça aussi c'est essentiel. N'essayez pas de faire des discours pompeux si ce n'est pas votre style. Et à l'inverse, si vous aimez parler avec éloquence, n'essayez pas d'aller trop à l'essentiel. Restez qui vous êtes. Sur les hard skills, je vais passer rapide parce qu'après on a encore d'autres choses à voir. Les hard skills, donc bien sûr, montrez les compétences professionnelles et soyez pro dans votre approche. Être fin connaisseur du sujet justement sur lequel vous travaillez et sur votre domaine d'expertise. Expérimenter, donc voilà, donc ça, pas de souci. La réputation, vous devez avoir une bonne réputation et c'est d'où l'intérêt de donner des noms avec deux personnes avec lesquelles vous allez travailler et leurs coordonnées. Alors pas dans le pitch, post-pitch, de manière à ce que la personne puisse vérifier justement votre réputation. La crédibilité et la performance. Donc ça, tout ça, ce sont des critères qui font la confiance. Tout ça, vous allez devoir le synthétiser en une phrase. Pas simple. Chaque mot compte. Nous, le nôtre, nous avons déjà travaillé avec 40 entreprises du territoire dans leur développement, telles que Klaxoon et Artefacto. Nous intervenons dans l'ensemble des technopoles du territoire, les CCI et les réseaux plateaux. Bon, c'est déjà pas mal. Je peux vous donner toutes les coordonnées aussi, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Le next, donc c'est l'appel à l'action. Toujours mettre un appel à l'action. Vous êtes en rendez-vous, ok. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de votre besoin et que je puisse comprendre ce que vous attendez de ce rendez-vous. Vous êtes à une soirée réseau. Ok, bonjour monsieur, écoutez, ce que je vous propose, c'est que ce soit à vous de vous présenter. Ou ça m'intéresse ce que vous faites, prenons rendez-vous pour la suite. Toujours mettre un appel à l'action à la fin de votre pitch. Donc là, par exemple, pour en savoir plus sur comment nous pouvons vous aider votre entreprise, je vous propose que nous prenions le temps de prendre un rendez-vous. De manière générale, ce pitch, donc là je vais vous le refaire en entier, j'aide mes clients à faire surperformer leur entreprise, à doper leur croissance de 30% minimum, structurer leur business pour gagner jusqu'à 100% de productivité. Nous pouvons aller chercher des budgets formation auprès de vos OPCO jusqu'à 150 000 € pour une PME de 40 personnes et ainsi accompagner individuellement chaque salarié sur ses points d'effort. Nous sommes un organisme de formation business regroupant plus de 60 formateurs, chacun spécialisé dans leur domaine. Nous avons déjà accompagné 40 entreprises du territoire dans leur développement, telles que Klaxoon ou Artefacto. Nous intervenons dans l'ensemble des technopoles du territoire, les CCI, les réseaux tels que Plateau. Et pour en savoir plus, je vous propose que pour en savoir plus sur comment nous pouvons vous aider, je vous propose que nous prenions un rendez-vous. Donc ça, c'est une synthèse qui est
simple, vous allez pouvoir la sortir à tous les coups. Mais comme on l'a dit, il faut que vous l'adaptiez à chacun de vos typologies d'interlocuteurs. Et ça, vous allez varier. Donc c'est là où il vous faut ce qu'on appelle un tableau des pitchs. Le why et le how, voire le next, vous allez le faire varier à chaque typologie. Si c'est un investisseur, ce ne sera pas tout à fait le même pitch que si c'est un client. Si c'est un B2B grand compte, ce ne sera pas le même pitch que si c'est une TPE. Et tout ça en fonction des problématiques des personnes que vous pouvez rencontrer. Donc vous n'aurez pas un pitch, vous en aurez 5, 10, 15, 20. Peu importe. Il faut qu'il soit personnalisé, il faut qu'il soit su par cœur, ça c'est important. Et à partir de là, vous allez pouvoir les sortir comme des cartes de visite en fonction des contextes. Et les tester. Et là, je vous invite à faire de l'A/B testing. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous dire, est-ce que ma proposition de valeur elle marche ou est-ce qu'elle ne marche pas? Ah, elle ne marche pas, c'est pas grave, je la change et je recommence. Jusqu'à ce qu'à un moment, vous fassiez mouche à chaque fois où votre pitch, vous le dérouliez de manière naturelle et chacun de vos clients ou vos prospects, en tout cas, vous dites, bah, ok, discutons-en. J'insiste, c'est pas ça qui va faire que vous allez faire une vente. Par contre, c'est ça qui va faire que les personnes ont envie de discuter avec vous. Du coup, on a un peu de temps. J'avais réservé du temps pour des questions-réponses. Donc, on a 15-20 minutes. Alors, pour ceux qui veulent, il y a mon lien de prise de rendez-vous qui est là. Donc, on peut prendre des rendez-vous dans les semaines à venir. C'est des rendez-vous de 30 minutes. Alors, je fais ça bénévolement. Bien sûr, si on peut bosser ensemble, c'est avec plaisir. Mais je fais d'abord ça bénévolement parce que j'aime bien donner du temps dans l'écosystème. Donc, ce n'est pas l'objectif. Mon objectif est très clair. Ce n'est pas forcément de vendre quoi que ce soit aujourd'hui. Pour aller plus loin, on a du temps. Si vous avez la moindre question sur le pitch, sur les rendez-vous commerciaux, l'acquisition, la croissance de votre boîte, on a du temps. Je suis à votre dispo. Moi, dans le pitch récap, là, justement, la slide qu'on voit, il y a une chose que j'ai du mal, c'est doper leur croissance de 30% minimum. On ne peut pas assurer à quelqu'un qu'on va doper sa croissance de 30%. C'est pas possible dans tous les cas, quoi. Si tu choisis tes clients, si. Aujourd'hui, par contre, c'est clair que si ce n'est pas un prospect où je ne suis pas sûr de pouvoir le faire, d'où le contexte du rendez-vous, on va faire un rendez-vous, on va voir, ah ben non, moi je ne peux pas vous aider, parce que clairement on ne sera pas là. Deux cas de figure, soit je dis, voilà telle solution, telle personne qui peut vous accompagner, et si c'est le cas, là on y va. En général, un bon consultant peut vous aider à faire quand même plus de 30%, j'espère. Sur l'année, hein. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je voulais savoir où vous mettez les douleurs là-dedans. Où est-ce qu'on peut appuyer dans le pitch selon la durée? Alors, très bonne remarque. Donc, les points de douleur, c'est il faut que la personne les comprenne. Alors, évitez d'être trop dur sur les points de douleur sur le pitch. Alors, sauf si c'est vraiment ça qui fait que la personne va vous écouter et que ça dépend de la typologie de vos clients. Là, les points de douleur qu'il y a dans ce pitch-là, c'est quoi? C'est pour les entreprises qui ont du mal à performer, les entreprises qui ont une croissance flat ou qui ont des problèmes de productivité. Donc en fait, en le tournant de manière positive, je montre les résultats à travailler avec nous et en fait, la personne comprend les points de douleur. J'aurais pu le tourner autrement de manière moins positive. J'aide les entreprises qui ne performent plus, qui ont une croissance flat et qui ont des problématiques de productivité. Bon, c'est vrai, c'est pas très vendeur. Je sais pas, ça te donne envie de bosser avec moi quand je dis ça? En tant que vendeur, je me serais peut-être dit, je lui mets un coup de hache pour commencer, et puis après je lui envoie une solution un petit peu plus tard avec un FOMO. Et puis, Là, on est sur deux. Alors, le FOMO, tu peux peut-être le rappeler ce que c'est pour tous les autres? je ne sais même pas trop ce que ça veut dire en gros, mais c'est un appel à l'action et mettre une urgence, presser son client en gros. Le FOMO, c'est le fear of missing out, donc c'est-à-dire la peur et l'aversion à la perte. Donc là, en fait, on est là, ça c'est un vrai FOMO, c'est-à-dire qu'on montre les résultats et si la personne ne parle pas avec nous, en fait, elle va avoir potentiellement peur de perdre ce résultat qui est promis. J'insiste, ça c'est si ils sont affichés, c'est qu'ils sont réels. Hein. C'est pas justement. Il faut être éthique et assumer les promesses qu'on fait. Donc, restez toujours positif dans la vente. Et ça, moi, c'est quelque chose que je regrette malheureusement en France. C'est qu'on apprend encore aux commerciaux à être négatifs, surtout dans les assurances, pour le coup, mais à être négatifs justement avec les prospects.
pour donner envie à la personne de discuter, pour résoudre ses problèmes. Oui, ça marche, mais ça crée des biais de négativité par la suite sur l'offre. Si vous restez positif, au final, la personne comprend quand même ses points de douleur, bah, ça marche beaucoup plus facilement. Et moi, j'ai une grande valeur, c'est la bienveillance commerciale. Il y en a quelques-uns qui me connaissent ici. Donc ça, c'est hyper important. Et plus vous allez être bienveillant avec vos clients et votre écosystème, quitte à dire non, je ne peux pas vous aider, plus ça va permettre justement de faire de la transformation par la suite, de qualité. D'autres questions? N'hésitez pas. Hein. Bonjour, alors je vais être amené aussi à faire du B2B. Grosso modo, je vous explique un petit peu mon projet. Je fais une prestation de barista ambulant, donc aussi pour les entreprises. Sauf qu'en fait, moi, ça rentre un petit peu dans le côté confort. Ça ne répond pas forcément à un besoin. Et je me demande tous les jours comment est-ce que je peux proposer ce service. Comment est-ce que je peux faire? Je vais te passer un autre micro, on va discuter un peu, comme ça on va faire l'exemple. Pourquoi aujourd'hui, j'aurais dû penser à faire ça depuis le départ, pourquoi aujourd'hui tu as monté ce service-là pour les entreprises? C'est pas que pour les entreprises en soi, donc ça peut être aussi comme ces événements comme là où on est actuellement. Ok. Mais c'est vrai que les entreprises, comme par exemple, il y a le siège d'Yves Rocher avec qui j'ai parlé, qui était intéressant. Ok. Et qui était surtout intéressé par ma proposition, mais en soi, ça répond effectivement pas à un problème. Je ne donne pas de solution en soi, c'est du confort. Alors, pourquoi il ferait appel à toi? Pour le plaisir? Je Non, sais pas. on fait jamais. En une entreprise, pour le coup, les entreprises, surtout un grand groupe comme Yves Rocher, raisonnent toujours en fait en ROI d'une certaine manière. Il n'y a pas d'achat pour le plaisir. Même une opération de team building, bah, c'est pour la productivité des équipes. Donc, pourquoi? Alors, barista, c'est bien ceux qui font les cafés, hein, c'est ça? Je ne me trompe pas. Et du coup, toi, tu as un stand, c'est ça? Tu arrives dans un événement et tu proposes du café? Ouais, exactement, sur une petite table de 3 mètres sur 2. Quoi. Et tu rémunères l'entreprise, en fait, ou c'est l'entreprise qui te rémunère? L'entreprise me paye. Ok. Et sinon, des événements comme celui-ci, par exemple, je reverse une partie de mon chiffre d'affaires à l'événement en question. Donc, tu as 2 segments de marché avec 2 modèles économiques différents. Tout à fait. Donc, on va d'abord se concentrer sur le deuxième, sur l'événementiel. L'événementiel, toi, en fait, tu ne vends pas du café, tu leur vends de la marge additionnelle. Bonjour, moi ce que je vous propose, c'est... alors je vais essayer, j'improvise, hein, mais ce que je vous propose aujourd'hui, bonhomme, c'est de vous fournir un service qui cartonne, que tout le monde va consommer 1 à 10 fois dans la journée, et sur lequel vous allez pouvoir vous faire de la marge à chaque vente. Est-ce qu'on en parle? Oui, et jusque-là, c'est très clair. En soi, ils sont gagnants. Donc là-dessus, Voilà. il n'y a pas de problème. Dans l'autre cas, pourquoi une entreprise ferait appel à toi? On va prendre le cas d'Yves Rocher potentiellement. C'était un événement Yves Rocher ou pas, non? Non. Une semaine chez eux. Pourquoi il ferait appel à toi? Instinctivement, mais ça mérite d'être retravaillé avec ton client et de poser. Il faut poser la question. Pourquoi vous feriez appel à moi? N'hésitez pas à poser la question. Souvent, les gens vont... Surtout quand vous avez commencé à vendre, vous allez avoir plein d'infos. Est-ce que ce ne serait pas l'augmentation de la productivité plutôt que d'avoir 1 ou 2 salariés qui s'occupent de ça? Et donc ça peut être ça. Bah, écoutez, vous avez combien de personnes qui s'occupent du café d'habitude? Ah, 2? Ok. Bah, écoutez, si vous m'embauchez moi, je m'en occupe. Et en plus, donc, combien vous les payez vos salariés? On peut aller là. Donc ça vous coûte combien sur la journée? Bah, c'est moins cher. Et en plus, vous aurez un café de qualité. Vos salariés seront contents. Ils vont pouvoir profiter de l'événement que vous allez faire, etc. Ça change tout. Bah, pour moi, c'est clair, c'est bon. Ok. D'autres questions? Franchement, même si ce n'est pas forcément sur le pitch, sur tout le business, n'hésitez pas. Quand vous parlez du pitch, là vous avez un écrit avec une trame précise, etc. Ouais. Moi, quand ça m'arrive de pitcher quelque chose ou quoi, je pars un peu dans tous les sens. Et quand je commence à parler de quelque chose, bah, après je me perds dans le truc. Et vous avez entre guillemets, appris par cœur, vous connaissez très bien ce que vous vendez, mais comment faire pour moins partir dans tous les sens, entre guillemets, quoi. C'est une bonne remarque. Personnellement, vous l'avez remarqué, hein, j'ai tendance à faire beaucoup d'apartés, à partir, etc. Je suis un peu comme toi. Donc du coup, cette structure-là, elle m'a beaucoup aidé. En effet, moi, je l'ai appris par cœur. Et je n'ai pas appris par cœur exactement à la ligne ce que je vais dire. J'ai appris par cœur la structure et les idées.
Bon, là, c'est comme ça que j'arrive à improviser des pitchs assez facilement maintenant. Donc ça, c'est comprendre en fait la structure. Et c'est là où, si vous avez la structure en tête et vous êtes capable de sortir la bonne proposition de valeur, juste déjà, le plus important, c'est le why, la bonne proposition de valeur. Au bon interlocuteur, vous allez l'adapter à chaque fois et ça va devenir un mécanisme. Au départ, ça va être un peu, dans votre tête, je sors mon why, le how, le what, le next, le proof, le next, et ça va être un peu du répéter et du réchauffer. Mais au fur et à mesure des choses, plus vous allez en fait le travailler, le répéter, ça va venir. Donc apprenez plutôt la structure que le contenu. C'est plus facile. Moi, je le fais, là c'était pour l'exercice, ce que j'ai écrit. Je le fais plus comme ça, c'est un mot-clé à chaque fois et ça me permet d'avoir ma trame. Parce que Oui. la structure, elle peut varier en fonction aussi des clients, en fait. Alors, la structure ne variera pas. Ce sera toujours why, what, proof, next. Ça, c'est vraiment un basique. Par contre, pour certains clients, tu vas peut-être insister un peu plus sur le why, d'autres un peu plus sur les références, sur le proof, par exemple, ou sur les preuves. Ça dépend de qui tu as en face. Mais oui, donc c'est ça qui change. C'est vraiment ce que tu mets dedans, plutôt que la structure qui reste tout le temps la même. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, dans toutes vos présentations que vous allez pouvoir faire, PowerPoint, etc., c'est la même structure. Que ce soit, là je vous l'ai fait en 30 secondes, mais que ce soit 3 minutes, 7 minutes, 20 minutes, même 1 heure, gardez cette même structure-là. Vous faites une présentation PowerPoint, vous gardez cette structure. Ça marchera dans tous les cas de figure. Ça te va ? Merci. Est-ce qu'il y a... Ouais. Est-ce qu'il y a des tips pour bien comprendre la réaction qu'on a en face? Que des fois, on se dit, oh là là, j'ai tapé nickel et tout. Et en fait, on s'aperçoit que la personne était juste peut-être bavarde ou bienveillante, je ne sais pas trop. Mais qu'en fait, on n'a pas été aussi bon que ce qu'on aurait voulu. On n'a pas réussi à avoir l'écran de fumée dissimuler ça. Alors, et là, on revient sur la bienveillance et la transparence. Parce que la transparence, ça va dans les deux sens, si vous voulez créer la confiance. Posez la question. Alors, en commercial, vous l'avez peut-être déjà entendu beaucoup, la fameuse reformulation, etc. Mais la reformulation, c'est quoi déjà? C'est être sûr qu'on est sur le même niveau de compréhension. Monsieur le prospect, je vous ai dit ça, ça et ça et ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas trop, j'hésite là-dessus. Et là, en fait, la personne va parler et va vous dire en fait ce qu'elle pense réellement de ce que vous lui avez dit. Et là, vous allez pouvoir adapter votre discours. Ça, c'est une bonne objection. L'objection du c'est trop cher, ça veut dire qu'il y a des infos que vous avez loupées. Donc déjà, un c'est trop cher n'est jamais un c'est trop cher. C'est qu'on n'a pas démontré la valeur. Mais donc déjà, c'est de comprendre. Et pour comprendre, il faut poser des questions. Il n'y a pas le choix. Ça te va? Ouais. Bien sûr. Bonjour. Bonjour. Du coup, sur cette structure-là, c'est très adapté pour un pitch commercial. Pas forcément pour un pitch, par exemple, devant un banquier ou un investisseur. Là, si vous aviez à vendre, entre guillemets, pas ce pitch précisément, mais du coup votre boîte, là, avec un investisseur ou un banquier. Pour moi, c'est très clair. C'est juste que le why est complètement différent. Et, voilà, justement. Et là, on est dedans. Qu'est-ce qu'il cherche Alors, un investisseur, on peut investisseur, on va plutôt parler du banquier parce que l'investisseur, il pourrait acheter pour la productivité, il pourrait acheter pour plein d'autres choses. Banquier, ça va être plus simple. Quelle est la problématique du banquier? De récupérer sa mise. Ok. Et autre chose? Il en a deux. Faire de l'argent sur votre dos, mais faire de l'argent. C'est normal. Ce qu'on appelle le PNB, le produit net bancaire. Donc ça veut dire qu'à partir de là, il y a un scoring et en fait, lui, son job, c'est de faire un max de marge sur vous, que ce soit sur du prêt, des frais bancaires, etc. Donc là, le banquier, perso, moi, c'est quelque chose que j'utilise avec mes conseillers. Donc j'espère qu'il n'y a pas de conseiller bancaire dans la salle. Mais c'est clairement, moi, écoutez, Benoît Morin, mon entreprise aujourd'hui, elle est partie pour faire plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. On est déjà soutenu par tous les grands organismes. On a déjà du chiffre d'affaires, mais surtout notre collaboration, ça va être déjà de vous permettre de réussir vos objectifs. Donc, monsieur le banquier, vous, chargé de clientèle, quels sont vos objectifs cette année? Cette année, je dois faire du prêt. Je dois faire des lignes téléphoniques cette année. Bon, ok, je vous en prends 3. Et ça, en fait, ça change complètement la relation, parce qu'en fait, vous êtes là pour l'aider à atteindre ses objectifs à lui. Alors ça, c'est pour le chargé de clientèle. Quand on arrive sur des conseillers pros, dans des entreprises un peu plus costauds, ce n'est pas les mêmes objectifs. Donc comprendre quel est son enjeu aujourd'hui. Un enjeu, c'est moi, mon enjeu, c'est d'avoir le moins de défaillances possible dans mon portefeuille et justement un plus haut PNB. En général, ils sont mal à l'aise quand on leur pose la question. Écoutez, moi je suis transparent, je vous demande d'être transparent aussi.
Donc là, on parle du why. Et puis après, le why, what proof next. Toujours la même chose. Découvrir l'enjeu de la personne. Et on a tous des enjeux. Sinon, il n'y a pas de relation commerciale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste encore un peu de temps, je pense. Ouais, il nous reste encore 5 minutes. On a le temps d'en faire une ou deux. Non? Il n'y a plus d'autres questions? Ah si. Bah, 2 questions, c'est parfait. S'il y en a 3, ça le fait aussi. Hein. Moi, justement, pour le pitch des banques, j'ai du mal à arriver et pas me présenter en premier. C'est plus, voilà, vraiment, ce qu'ils veulent savoir d'abord, c'est qui je suis. Ouais. Alors, sachant qu'ils ont déjà eu le business plan avant, ils savent déjà. Est-ce qu'ils l'ont lu, le business plan? Bah, normalement, ils l'ont lu parce qu'on n'en a pas trop reparlé pendant l'entretien. Donc oui. Pas toujours. Mais Pas toujours, non. Et c'est là où l'important, en tout cas, moi, le conseil que je vous donne, c'est faites les choses à l'envers. Lors du premier rendez-vous, venez, et en effet, l'enjeu, il va miser sur vous, sur le projet, mais aussi sur vous. Et vous, je le mettrai si on doit faire un pitch au banquier, on revient sur la structure. Quelle est la meilleure preuve? Moi, je suis à l'envers. Quelle est la meilleure preuve que votre projet va réussir? Justement, c'est le porteur de projet. Donc la preuve, ça va dans la preuve. Commencez par lui montrer que vous allez avoir un impact positif sur son portefeuille, que vous allez l'aider, que son investissement sur vous va être sécurisé. Comment? Là, vous lui présentez les grands points du business plan. Après, le what, c'est qu'est-ce que vous faites réellement dans votre activité, mais restez macro parce qu'il voit plein de dossiers, plein de secteurs d'activité, il ne va pas forcément maîtriser en fait la précision. Le proof, c'est vous d'abord, sauf si vous avez déjà des références derrière vous, mais encore que c'est vous. Et le next, aujourd'hui, on est là pour discuter d'un prêt ou juste de l'ouverture d'un compte. Et après, éventuellement, vous lui renvoyez votre business plan, mais vous aurez déjà eu tout le temps de lui expliquer à l'oral. Le pire, c'est d'envoyer des documents avant un rendez-vous, quel qu'il soit, parce que la personne peut se faire une idée sur ce que vous lui avez envoyé, sans pour autant que ce soit la réalité. Et là, il peut y avoir des incompréhensions. Moi, c'est ma 4e boîte et je peux vous dire que j'ai accompagné beaucoup de clients là-dessus et j'en ai vu beaucoup des dossiers qui étaient hyper bien faits, mais parce que la personne, elle a un biais, elle a quelque chose qu'elle ne comprend pas, ou ça la sort de sa zone de confort, à partir de là, alors qu'à l'oral, ça passerait très bien, et appuyé par un dossier, c'est super, mais juste parce que le dossier, il y a quelque chose, un mot où il a tiqué, après, l'entretien part un peu en vrille. C'est aussi l'occasion, du coup, qu'il pose des questions. Exactement. Tout à fait. Donc, et quitte à faire un autre rendez-vous, prenez votre temps dans les relations business. N'essayez pas de tout faire en une fois. N'hésitez pas à faire ça en 2, 3 rendez-vous si nécessaire, quitte à les rapprocher. Et c'est là que vous allez créer des relations de qualité et de confiance. Et de rien. J'ai bien aimé avoir votre avis sur une question. C'était, en fait, j'ai appris il n'y a pas longtemps dans mes process de vente, à faire en sorte que les gens disent non, pas oui à la fin. Et par exemple, parce que les gens sont habitués à dire non, et donc par exemple à la fin du pitch, j'avais vu est-ce qu'on pourrait prendre rendez-vous. Là, ça a peut-être généré une question. Pourquoi vous voulez prendre rendez-vous, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas plus le tourner en est-ce que vous voyez un inconvénient à prendre un rendez-vous avec moi? Alors là, je l'ai fait en mode gentil, ouais. Mais sinon j'aurais pu dire, la technique un peu de commercial, c'est quand est-ce que nous pourrions prendre un rendez-vous? Là, je laisse pas le choix. Donc la personne elle me donne une date. Ouais, c'est pas mal aussi. Voilà. Bon. Mais sinon, c'est possible d'intégrer du nom dans des pitchs. Ça peut être pas mal. Suivant les techniques de vente que tu as et comment tu t'es en entretien, oui, et même moi je l'incite. En fait, j'incite les commerciaux que je coach, les DIRCO ou les entrepreneurs à intégrer le nom le plus tôt possible dans leur entretien. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'une personne a confiance? C'est qu'elle se sente en sécurité. En sécurité de rester pendant l'entretien, mais en sécurité de partir et de closer l'entretien. Donc tout au long de l'entretien, je vais lui proposer, pas aussi brutalement comme ça, mais est-ce que tout est OK? Est-ce que vous voulez qu'on poursuive l'entretien ou est-ce qu'on arrête? Et en fait, quelqu'un qui n'est pas satisfait par ce que je lui raconte et on n'est pas du tout aligné, elle se sent en sécurité pour poursuivre parce qu'elle dit OK, je vais pouvoir sortir de l'entretien quand je veux. Donc moi, je ne cherche pas le non, mais j'ouvre la possibilité à ce que la personne puisse me dire non à un moment. Et donc, de facto, je valide un oui pour poursuivre. C'est vraiment au sens littéral du terme. Mais en fait, ça veut dire oui en fait à la fin le non. En fait, je tourne la question pour que la personne dise non. Alors, ouais, ok. Donc toi, tu voulais entraîner une négation pour obtenir un oui. D'accord, j'avais pas compris. Ouais, voilà, excuse-moi. Est-ce que vous voyez un inconvénient à prendre une minute à parler avec moi?
non. Est-ce que je pourrais vous parler pendant 1 minute? Là, ça génère plutôt une question. Ouais, honnêtement, j'ai pas d'avis particulier là-dessus. Il y a plusieurs écoles. Il y en a qui vont vouloir, les vendeurs un peu B2C de produits vont vouloir chercher à l'inverse du oui pour entraîner le biais de positivité. Honnêtement, je pense pas que c'est ça. Alors, sauf si tu fais du B2C, mais en B2B, ça n'a pas d'importance. Par contre, de créer la confiance et que la personne se sente en sécurité. Pourquoi? Votre job en tant que dirigeant commercial ou DIRCO, c'est de créer la confiance pour que la personne vous livre des infos pour comprendre finement sa problématique. Et de manière à ce que par la suite, vous puissiez en fait vendre votre valeur. Donc, pour que la personne vous livre vraiment ces infos, il faut qu'elle ait confiance. Donc, là, c'est être authentique et il faut adapter avec son style. Je réponds peut-être pas tout à fait, mais ça marche. Est-ce qu'il y a une dernière question, si vous voulez? Non? Ok. Ça vous a plu? Ok. Donc, n'hésitez pas, de toute façon. Je vous remets le QR code. Si vous voulez prendre un rendez-vous, vous prenez en photo. Moi, je suis à votre disposition.